bonjour à toutes et tous. Merci de votre présence. Nous avons le plaisir de vous accueillir à la salle culturelle du Carré d'Argent, un lieu ouvert sur la vie locale avec un agenda associatif très fourni. L'université permanente y tient ses conférences mensuelles. Elle était d'ailleurs ce mardi ici même. L'Amicale laïque s'inscrit également avec les Automnales du Rire. La Comédie Pontchâtelaine y joue chaque année en janvier et en mai. Et elle va prendre tout de suite, derrière cette soirée, possession des lieux pour installer les futurs décors pour les séances à venir. Et puis l'association de Pontzic et le Festival de la Corde Raide, avec le Festival de la Corde Raide, viennent également produire leur festival, leur spectacle. Et puis nous avons également dans cette salle une programmation et des actions de sensibilisation des plus jeunes, les collégiens ou les élèves de l'école primaire, à la culture et avec des séances qui leur sont dédiées. Et enfin, nous avons une offre culturelle programmée par le Carré d'Argent en lien avec nos partenaires, le département, le projet culturel de territoire intercommunal, l'école de musique et la médiathèque. Et je salue Dominique Fralin, ma collègue vice-présidente en charge de la culture à la communauté de communes. Le cinéma La Bobine également partenaire, et j'en profite pour souligner le travail partenarial qui est fait entre ces différents supports par l'équipe du Carré d'Argent. Voilà pour cette rapide présentation des lieux. Revenons à notre soirée en présence de Monsieur le Président de la communauté de communes, Jean-Louis Maugan, en présence de Messieurs les maires et Mesdames et Messieurs les vice-présidents à la communauté de communes, l'ensemble des élus présents ce soir, en présence également des membres du conseil municipal enfants qui vont bientôt intervenir tout à l'heure dans quelques minutes, des représentants de la gendarmerie et des pompiers. Je salue et je souligne la présence du commandant du groupement de la compagnie de Saint-Nazaire, le colonel Sautier, ainsi que le capitaine Vallée. Merci également aux représentants du monde économique, entrepreneurs, commerçants, artisans qui sont présents ce soir. Merci aux représentants de la vie associative locale aussi de votre présence. Je vous propose de commencer cette soirée par une rétrospective de l'année 2023 qui sera faite à plusieurs voix. Et j'accueille pour cela Laetitia Gutt, conseillère municipale, qui va animer cette séquence. Merci Laetitia. Bonsoir à tous. C'est avec grand plaisir que je vais distribuer la parole à mes collègues de l'équipe municipale. Je commence par Philippe Rouault. Du côté de l'enfance-jeunesse, je crois que l'année a été bien riche et s'est terminée par une inauguration cette année. Oui, fin octobre, nous avons fait l'inauguration de 4 nouvelles structures de jeux pour enfants. Une à Saint-Guillaume, Saint-Roch, Esplanade Yves Meignier et à la Maison des Jeunes. Donc celle de la Maison des Jeunes est ouverte en semaine le soir à partir de 19h et tous les week-ends, toute la journée, puisqu'elle est occupée autrement par les enfants qui sont accueillis à la Maison des Jeunes pour le périscolaire et la vie scolaire et l'accueil de loisirs. Voilà. Donc une structure ouverte au public. Oui, elles sont toutes ouvertes autrement au public en permanence. Il y a eu également un travail de fait sur l'adaptation des tarifs au niveau du périscolaire. Oui, nous avons proposé de nouveaux tarifs pour tout ce qui concerne la vie scolaire, donc le périscolaire, l'accueil de loisirs et la restauration scolaire. Nous avons appliqué un tarif au taux d'effort, qui est un tarif beaucoup plus juste et équitable pour toutes les familles. Et en 2023, nous n'avons pas augmenté les tarifs, donc pas répercuté le taux de l'inflation. Alors sur l'enfance-jeunesse, il y a aussi une instance qui permet d'impliquer les enfants à la vie communale. Oui, depuis quelques années, nous avons un conseil municipal enfant qui a été renouvelé pour moitié en fin d'année, comme tous les ans. Nous avons 12 garçons, 12 filles qui participent à 3 commissions au niveau de ce conseil municipal pour proposer des projets à la commune. Je crois que c'est des enfants qui viennent de toutes les écoles. Oui, alors ces enfants-là sont élus dans chaque école de la commune. Voilà, c'est une représentation complète de la commune.
Alors, quand on parle du Conseil municipal des enfants, je crois que pour savoir ce qu'ils ont fait en 2023, le mieux c'est de les accueillir sur scène pour les entendre. Alors, on va appeler les enfants des 3 commissions à nous rejoindre. Alors, la commission sport. Alors, c'est toi, tu es à la commission sport? Oui. La commission sport du conseil municipal compte 8 enfants. Cette année, la commission souhaite organiser une journée paralympique dans le cadre du label Terre des Jeux 2024. Le mercredi 3 avril 2024 au stade du Landas. Plusieurs sports sont organisés. Rugby fauteuil, cécifoot, course à 2 avec un guide, volley assis et basket fauteuil. Merci. Merci. On va écouter maintenant la commission Vivre ensemble. 12 enfants sont membres de la commission Vivre ensemble pour l'année 2024. La commission réfléchit à l'organisation d'une journée d'échange avec une maison de retraite de Pontchâteau dans le cadre des rencontres Intergénérationnelles. C'est pas facile. Plusieurs activités pourraient être mises en place à cette occasion: bricolage, jeux coopératifs, atelier cirque, atelier musical. Et enfin, la commission Nature et Environnement. Les 4 enfants de la commission Nature-Environnement poursuivent leur projet portant sur la création de jardins partagés, création d'ossature bois, suivi de pousses des semis. Merci beaucoup pour votre présentation. Je tiens à remercier aussi Vincent Régnier qui les accompagne toute l'année avec moi lors de toutes ces commissions et de toutes nos réunions. Merci aux enfants. Merci à Vincent et Philippe qui les accompagnent tout au long de l'année. Félicitations à vous pour votre engagement, les enfants, mais je dirais aussi les jeunes. Et j'espère que vous aurez envie plus grand de poursuivre dans cette voie et que vous aurez peut-être découvert quelque chose qui vous plaira. Agir pour le bien commun et l'intérêt général. Merci encore à vous. Et on peut dire merci à leurs parents qui les accompagnent également. En parlant de parents d'élèves, notamment, je me tourne vers Stéphane Poelvé, premier adjoint, sur la construction du lycée et les extensions qui sont faites aujourd'hui pour le collège, un autre établissement scolaire sur la commune. Des extensions, une construction d'un lycée, des équipements attendus par les familles. On en parle maintenant depuis quelques années du lycée. Donc ça se concrétise, c'est même d'ailleurs en partie concrétisé puisqu'il y a déjà 5 classes de seconde sur notre territoire. Elles sont basées à Kéral et pas dans le nouveau bâtiment parce qu'ils ne sont pas encore tout à fait terminés, mais ils sont déjà bien présents. Alors pour rappel, le lycée est construit par la région, enfin le bâtiment, et nous on a en charge les abords. Donc c'est le parking pour les cars et c'est aussi les mobilités douces pour pouvoir accéder sur ce plateau. Parce que ce plateau maintenant accueille aussi l'ensemble des collégiens, puisque le collège de Kéral a fermé, l'ensemble des collégiens ont migré sur ce site. Donc il y a eu là aussi des travaux. De notre côté, on a agrandi la plateforme de cars et nous en avons profité pour faire des liaisons douces pour permettre aux enfants d'accéder au site en sécurité. Alors, par exemple, il y a un chemin qui a été créé entre le lotissement qui est au nord-ouest de ce plateau pour permettre l'accès directement au collège et puis au sud en partant de Launay et même de Saint-Roch puisqu'on a fait un cheminement de Saint-Roch jusqu'à Launay et après on passe sous l'ancienne voie ferrée et on arrive au lycée. Donc pour nous, les aménagements sont pratiquement terminés. Il reste quelques petites finitions. On attend que le bâtiment soit en lui-même terminé pour pouvoir finaliser nos travaux. On a fait les plantations des arbres et des arbustes à l'automne dernier. On peut s'apercevoir que le site est vraiment d'un écrin de verdure, ce qui va rendre vraiment le site très très agréable pour nos futurs lycéens. Alors on a parlé enfance, jeunesse, collégiens, lycéens. On a parlé tout à l'heure aussi de projet intergénérationnel.
Sylvie Morand, en tant qu'adjointe aux affaires sociales, avec le CCAS, vous accompagnez des projets intergénérationnels, par exemple le forum Partage. Qu'est-ce que c'est ? Oui, effectivement, cette année, l'année 2023, c'était la 2e édition du forum Partage qui permet aux familles de se déplacer pour pouvoir, à terme, aider les aînés. Donc, il y avait à peu près une 30aine d'associations d'aide à la personne, d'associations, il y avait la MSA, il y avait la CPAM, afin d'aider les personnes à mieux vieillir dans notre commune. Un événement indispensable pour avoir les informations dont on a besoin. Oui, tout à fait. Et il aura lieu en 2024 au mois d'octobre. Philippe Rouault, au niveau du pôle enfance vie scolaire, il y a aussi des événements avec la thématique du vivre ensemble et de l'intergénérationnel toujours. Oui, bien sûr. Au mois de novembre, il y a une semaine de stage pour les 7-9 ans qui s'est déroulée à la maison de retraite du Prieuré pour créer un lien entre les différentes générations. Ça a été très apprécié aussi bien par les enfants que par les personnes présentes dans ce foyer. Et ça a permis de créer beaucoup de liens, beaucoup d'activités. Et il y a un très bon retour au niveau de nos animateurs et des animateurs du Prieuré qui sont très contents de cet événement. Tous les jours, il y avait de plus en plus de personnes présentes au foyer qui venaient à ces activités. Ils passaient la journée complète, mangeaient ensemble. C'était vraiment un très beau moment. Alors, en parlant d'animation, je vais me tourner maintenant vers Sylvie Fuselier. Sylvie Fuselier, adjointe au cœur de ville et à la culture. En 2023, des animations, il y en a eu pas mal. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Effectivement, on a une politique culturelle ambitieuse qui varie les animations. On a à la fois les spectacles professionnels dans ce carré d'argent, qui sont de très belles factures, et à la fois des fêtes populaires, comme le 14 juillet ou les mercredis du Brivet. Oui, des événements qui vont au plus près des habitants, dans les quartiers, dans les villages, et la culture qui va aussi vers les gens. Voilà, avec mon collègue Christian Burlot, que je remercie, qui est souffrant ce soir, on a aussi cherché à aller dans les villages, puisqu'on est une grande commune, et aller au-devant des habitants, et créer des dynamiques aussi dans les villages. Donc on a les sérénades qui se poursuivent tous les ans, c'est maintenant au mois de septembre, où on a un camion qui sert de scène, et ce qui nous permet de faire des concerts dans les villages. Et on va vers les villages qui se manifestent auprès de nous et qui souvent organisent des petites choses autour de l'arrivée de ce camion. Donc c'est vrai que ça crée des dynamiques de rencontres dans les villages fort intéressantes. Des moments de partage et puis des moments aussi de collaboration. Christian Burlot, qui est délégué à l'animation, est en collaboration avec les habitants et les acteurs des quartiers, des villages. Voilà, donc effectivement, tout ce qui est lié à la culture, c'est vraiment le lien social aussi dans la ville et les personnes qui se rencontrent. Et très souvent, on associe les acteurs locaux. Bien sûr, il y a tout le tissu associatif qui est riche à Pontchâteau. On soutient aussi les manifestations des associations. On a un très gros partenariat, par exemple, sur la fête de la musique avec Ponzic. Mais cette année, on a aussi enrichi avec le partenariat avec l'association des commerçants qui sont associés aussi à des manifestations. Ils ont fait des choses autour de la fête de la musique, d'Halloween, de Noël. Voilà. Noël aussi, on a transformé un petit peu l'organisation des festivités de Noël. L'objectif, c'est effectivement que les gens aient envie sur un week-end de se rassembler dans le centre-ville de Pontchâteau pour partager du temps sur ces périodes de Noël. On continuera à faire évoluer tout ça parce que chaque année, on en tire des bilans et on essaye de faire évoluer ça. Et puis donc, surveillez bien vos boîtes aux lettres puisque vous avez 2 temps d'information sur toutes ces manifestations. C'est Noël avec donc le programme du mois de décembre et puis un programme pour tout l'été qui reprend aussi les manifestations des associations. Voilà, et puis bien sûr le programme du carré d'argent. Donc des festivités multiples avec ces programmes-là. On peut par exemple regarder ensemble une vidéo qui a été faite sur les mercredis du Brivet. Place à l'image.
Bonjour, je suis Sylvie Fuselier, je suis élue depuis ce mandat à la commune de Pontchâteau. Je suis adjointe en charge de la culture et de l'animation et aussi de tout ce qui se passe dans le cœur de ville. Et je suis vice-présidente à la communauté de communes sur les thématiques de la famille et du bien-être. Donc cet événement qui rayonne et qui fait connaître la ville de Pontchâteau, c'est un rendez-vous important pour les Pontchâtelains et pour nous à la mairie, parce que c'est des moments conviviaux où les Pontchâtelains se rassemblent. C'est ce qui fait l'identité de notre ville. On est dans le bien vivre ensemble de notre société. L'objectif, c'était d'avoir un événement pendant l'été pour la majorité des citoyens sur l'espace public et qu'on puisse retrouver sur plusieurs dates dans l'été. Donc on est sur la période de fin juillet, début août, 3 mercredis, où on retrouve à la fois de la culture, mais à la fois c'est la volonté de créer de la rencontre. On y vient retrouver ses amis, on partage un verre, une tartine. C'est l'ambiance guinguette au bord du Brivet. Et c'est une autre offre complémentaire à la culture par rapport au Carré d'Argent. Donc c'est un moment où on se retrouve dans le cœur de ville, on profite de la place Dominique Daville de façon à rassembler aussi tous les quartiers et les villages plus éloignés du cœur de ville. On essaye aussi de pas mal travailler avec tous les acteurs locaux, que ce soit des associations, des producteurs locaux, des acteurs culturels locaux. La présence d'associations comme le FIL permet aussi après de pouvoir faire rencontrer les gens, faire émerger des projets. Donc on arrive à avoir une offre diversifiée. C'est une très grande chance pour notre ville. C'est un rendez-vous, on le voit, qui est de plus en plus connu. Dans ces 2 dernières éditions, le public était vraiment au rendez-vous. On fait évoluer la programmation en fonction du retour de ce qu'on peut voir et de ce que les habitants peuvent nous partager au fil des années. Et puis, on a encore à travailler pour attirer les plus jeunes parce qu'ils découvrent seulement cet événement et ils ont aussi toute leur place à prendre pour que ça devienne un vrai événement intergénérationnel. Et n'hésitez pas à venir nous rejoindre lors des prochains mercredis du Brivet, à venir profiter de cette folle ambiance. Alors, les mercredis du Brivet sont un atout pour le centre-ville. Jean-François Gauthier, délégué au commerce de proximité, qu'est-ce qu'on peut en dire en plus pour le centre-ville? Oui, ces festivités permettent une animation dans le centre-ville et également aux Pontchâtelains et également aux gens de l'extérieur de mieux connaître notre centre-ville, nos commerçants et puis tout ce qu'il y a comme diversification au niveau des commerces. On a quand même 100 commerces dans le centre-ville. Donc c'est quand même important et beaucoup de gens, grâce à ces Mercredi Brivet, connaissent un peu mieux le centre-ville. S'approprie aussi cet espace public place de la mairie, quoi. Voilà, tout à fait. Et la commune est active pour dynamiser le centre-ville et accompagner l'accueil de nouveaux commerçants. La création d'un traiteur place Yves-Meunier, la maison Chevalier, en est un exemple. Soit les élus, les services de la mairie, on a travaillé avec les gérants pour que ce commerce se crée, je crois que c'était le 1er novembre. Donc c'était pour nous très important qu'un nouveau commerce, et l'année prochaine en 2024, enfin maintenant nous sommes déjà en 2024, on va également continuer pour que les nouveaux porteurs de projets, on les aidera également dans tout ce qu'ils peuvent nous demander au niveau de leur création. Des échanges sont aussi menés avec les 2 marchés hebdomadaires du lundi et du samedi. Et puis l'expérience aussi, nous avons une ressource humaine pour accompagner les activités a été positive et a abouti à la création d'une mission de 2 ans
que nous avons renouvelé pour accélérer les actions. Ce nouveau poste permettra d'être plus présent auprès des commerçants pour soutenir les actions et puis également les nouveaux porteurs de projets. Alors un centre-ville dynamique qui ne cesse de s'agrandir. Sylvie Fuselier. On peut aussi signaler 2 actions qui ont été mises en place, qui vont se mettre en place sur le centre. Sur cette année, et puis on aura aussi à utiliser la période d'hiver. On a 2 projets. Un, c'est d'entamer la revégétalisation du centre-ville. On a un centre-ville qui est directement connecté à la nature par l'allée du Brivet et Couette-Rose, et de l'autre côté, le vallon des Butineurs. Donc l'objectif, c'est de recréer de la verdure entre les deux. Ça rappelle aussi les questions de climat. Et le deuxième objectif, c'est de mieux améliorer la signalétique et mieux signaler l'offre du centre-ville. Donc voilà, on est déjà en travail actif là-dessus, mais on a encore plusieurs étapes à passer pour une réalisation, j'espère, cet hiver, début d'année prochaine. Alors le travail, c'est de rendre le centre-ville agréable. C'est aussi un espace public qui doit être respecté, tranquille. Raphaël Condé-Jiménez, par rapport à la sécurité publique, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette année 2023 ? Alors, pour veiller à la tranquillité publique dans le cœur de ville, mais également dans les villages, l'équipe de police municipale s'est renforcée avec l'arrivée d'un 3e agent. En ce qui concerne la surveillance technique de la commune, nous avons acté également une augmentation des caméras de vidéoprotection. Nous menons et multiplions également des actions en soutien aux personnes en difficulté. Et nous souhaitons associer également la population pontchâtelaine dans le cadre du dispositif de participation citoyenne. Alors, participation citoyenne, c'est quoi au juste ce dispositif ? Alors, c'est un dispositif qui s'inscrit dans le cadre de la police de sécurité du quotidien. Il s'agit de désigner des référents de quartier pour fluidifier les échanges avec la gendarmerie et avec la ville. D'ailleurs, si tu me le permets, nous avons acté la création d'une veille citoyenne pour le cœur de ville. Donc la veille citoyenne, c'est pour renforcer la tranquillité dans le centre-ville. Tout à fait. Et en parallèle, nous avons aussi acté la création d'une cellule de tranquillité publique, laquelle cellule associera divers acteurs, comme les bailleurs, les syndics, des services de la mairie, la police municipale, le service social et la gendarmerie. J'en profite, si tu me le permets, pour saluer la présence également du colonel commandant la compagnie de gendarmerie de Saint-Nazaire et du capitaine Vallée commandant les unités de Pontchâteau-Saint-Gildas. Je voudrais les remercier pour la qualité de nos échanges réguliers concernant justement la tranquillité publique. Alors maintenant, sans transition, je vous propose de parler déplacement, mobilité avec Stéphane Poilvé. Stéphane, premier adjoint. On va parler du schéma directeur des modes actifs. Peux-tu nous en dire plus ? Oui. Alors, ce schéma a 2 ambitions. Alors, le premier, c'est de rendre autonomes nos jeunes sur le territoire pour qu'ils puissent se déplacer seuls. Et le deuxième, c'est répondre aux objectifs du plan climat air-énergie du territoire de la communauté de communes. Alors, le PCAET, puisque c'est son diminutif, pour le décoder, je vais vous donner 2 ou 3 chiffres. Donc, pour qu'on soit autonome d'un point de vue énergétique sur notre territoire d'ici 2050, il faut qu'on divise par 2 notre consommation d'énergie et qu'on multiplie par 5 notre production d'énergie localement. Alors, pourquoi vouloir tendre à être autonome énergétiquement ? Il y a deux raisons essentielles. La première, c'est une raison économique. On a tous subi de plein fouet l'inflation des prix, l'augmentation même très excessive des prix de l'énergie ces derniers temps. C'est essentiellement dû au fait que nous dépendons de pays extérieurs
Et même lorsqu'on produit notre propre électricité avec le nucléaire en France, il est indexé sur le gaz parce que ponctuellement, nous produisons de l'électricité via des énergies fossiles, comme à Cordemais par exemple. Donc il faut qu'on arrive à sortir de ces énergies fossiles pour pouvoir être le plus indépendant possible. Ça, c'est un premier volet. Il y a un autre volet qui est tout aussi important, c'est le volet environnemental. Puisque sur notre territoire, 65% de l'énergie qu'on consomme provient du pétrole ou du gaz, ce qui est très très important. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, déjà, chacun sait que lorsqu'on brûle ces deux produits, ça crée des gaz à effet de serre qui viennent réchauffer l'atmosphère. Donc il faut absolument qu'on arrive à réduire notre consommation. Alors pour la réduire, il y a plusieurs leviers. Il y a un levier sur la rénovation des bâtiments, de l'habitat entre autres. Donc je pense que Dany et Jean-Louis en parleront lors de cette soirée. Et puis il y a aussi un volet mobilité. Puisque nous sommes dans un monde, dans une zone rurale, nos déplacements sont essentiellement en voiture et souvent seuls. Alors, essayer de trouver des alternatives à ces déplacements autostolistes. Alors pour ça, on a lancé un plan de mobilité pour essayer de comprendre comment les gens se déplaçaient, pour essayer de trouver des solutions, trouver une alternative. Et dans les solutions possibles, il y a l'usage du vélo, accentuer l'usage du vélo. Alors le vélo, c'est bien, mais il y a deux freins. Alors il y a un frein qui est un peu plus... c'est le climat. Quand il pleut, effectivement, c'est pas forcément toujours évident. Mais un autre frein qui est essentiel, c'est la sécurité. Beaucoup de personnes ne vont pas prendre leur vélo parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité. Donc le but du plan cyclable, c'est de rendre des trajets le plus sécurisant possible. Et pour Pontchâteau, on a mis un volet piéton pour le centre-ville, pour que les gens puissent se déplacer de façon la plus apaisée aussi possible en centre-ville. Donc nous avons lancé ce schéma au niveau de la COM et au niveau de la commune, mais on ne l'a pas fait tout seul, on s'est appuyé sur vous, sur les citoyens, sur les Pontchâtelains, puisqu'il y a eu 2 ateliers à Pontchâteau. Le premier, c'était de recenser les points noirs, tout ce qui ne fonctionnait pas bien, pour justement essayer d'améliorer les choses. Et le second, c'était de trouver des solutions pour améliorer les choses. De quel point à quel point peut-on aller à vélo et qu'est-ce qu'il faut vraiment relier. Maintenant qu'on a toutes ces données, notre bureau d'études travaille sur ce schéma qui va être finalisé dans le premier semestre 2024 et ensuite s'étaleront les travaux parce que ça va nécessiter forcément des aménagements qui s'étaleront dans le temps. Alors dans tous les cas, il n'y aura pas sur toutes les routes, une voie dédiée piéton, une voie dédiée vélo, une voie dédiée voiture parce que dans la plupart des cas du temps, on n'a pas l'espace nécessaire pour le faire. Donc voilà ce qu'on peut dire sur le schéma de mobilité. Je tiens à remercier très, très sincèrement et très chaleureusement les personnes qui ont contribué, qui ont donné de leur temps pour apporter leur expertise, leurs solutions et qui ont vraiment œuvré pour ce plan. Voilà, merci qui à ont eux. contribué à ce schéma. Alors là, le but, c'est d'améliorer le quotidien des habitants et des personnes qui circulent sur Pontchâteau. Oui, parce qu'effectivement, il y a des endroits, c'est pas forcément facile de circuler à vélo ou à pied. Mais améliorer le quotidien des habitants, c'est aussi l'objectif de ta délégation, Sylvie, de faciliter le quotidien des habitants et des citoyens. Oui, effectivement, le CCAS met régulièrement en place des projets sociaux. Et en 2024, nous avons proposé des ateliers numériques, plutôt pour les seniors. Donc il y a eu à peu près une 20aine d'heures qui ont été faites sur l'année. On a une demande, effectivement, de plus en plus. Alors les ateliers numériques, c'est quoi au juste? Ateliers numériques, donc c'est comment s'adapter à la tablette, commencer à apprendre comment fonctionne une tablette, créer une adresse mail, pouvoir échanger pour les seniors, notamment avec leur famille. Donc ces ateliers ont été encadrés par l'association Espacea. Donc en 2024, il va y avoir plusieurs sessions. Et donc, bien sûr, toutes les personnes de Pontchâteau qui sont intéressées sont priées de se rapprocher du CCAS qui prendra les inscriptions. D'accord. Merci. Je vais me rapprocher maintenant de Stéphane Merel,
travaillé sur le pôle solidaire. Alors le pôle solidaire, c'est un lieu qui accueille des associations comme par exemple le Secours Populaire ou les Restos du Cœur. C'est un pôle qui est en pleine rénovation. Alors oui. Stéphane, peux-tu nous en dire plus ? En effet, le pôle solidaire est en cours de rénovation et nous avons également la création d'une extension. Nous avons choisi la réhabilitation pour ce lieu plutôt qu'une déconstruction-reconstruction. Nous avons suivi aussi la voie du réemploi en inscrivant au cahier des charges un pourcentage de 70% de matériaux de réemploi, notamment au niveau des menuiseries intérieures. Le projet avance très bien. Maël Clavier, l'architecte du bâtiment, va vous le présenter en vidéo maintenant. Donc, place à l'image. Donc sur la rénovation du pôle solidaire, le projet consiste en l'agrandissement, l'extension et rénovation du bâtiment existant. On vient faire une extension d'à peu près 400 mètres carrés. On vient phaser le bâtiment en 2 temps, de permettre en fait aux associations de préserver leur activité. On est sur des associations qui font de la distribution alimentaire essentiellement, donc on ne peut pas interrompre l'activité des associations. Et donc en fait on a phasé le projet, on vient construire une première extension que vous voyez derrière moi qui est en cours, qui va être la première phase où on fait entièrement la béton, la charpente métallique, le pot couvert. On reste dans les plans du bâtiment existant, on ne vient pas en modifier sa géométrie. Et ensuite, dans un second temps, on vient réhabiliter le bâtiment existant. On va en fait retirer la couverture, qui est une couverture amenantée, donc il y a un gros travail de désalimentage à faire. On vient ensuite déposer l'ensemble des équipements à l'intérieur, donc à la fois les façades et le cloisonnement intérieur, tous les équipements techniques. On ne fait que garder la structure métallique en fait, qu'on va mettre à nu complètement, et qu'on viendra réhabiller par la suite dans la même physionomie que les matériaux qu'on va avoir sur l'extension. Donc on va conserver un petit peu l'esprit du bâtiment, charpente métallique, bardage métallique. On va retrouver un bardage métallique plus clair, et on va retrouver 3 entrées indépendantes qui vont permettre d'identifier les 3 associations, donc les Restos du Cœur, le Secours Populaire et la Croix-Rouge, pour permettre ensuite de pouvoir les identifier clairement depuis l'espace public. En termes de planning, on est sur une première phase là, de travaux sur l'existant qui va nous amener jusqu'à la fin de l'année 2023 à peu près, pour ensuite mettre à disposition cette première phase aux associations, et ensuite on attaque la rénovation du bâtiment existant sur le courant de l'année 2024 pour une livraison de l'ensemble de l'opération avant la fin de l'année 2024, que les associations puissent retrouver un fonctionnement normal d'ici la fin de l'année. En termes d'ambiance intérieure, on a préféré conserver donc, la géométrie, le volume existant du bâtiment. On va conserver cette notion de grand volume. L'idée pour nous, c'était de venir créer un étage de lumière en fait, qui viendrait éclairer naturellement le bâtiment qui est assez épais, qui fait 20 mètres de profondeur, pour que les associations puissent utiliser le sol. En fait, si on est disant, c'est comme un magasin, en fait, c'est de l'espace au sol. Et on conserve ces grands volumes. On est venu recréer 2 zones en ossature bois à l'intérieur, qui vont permettre d'accueillir les locaux chauffés, que sont les bureaux, les vestiaires, les salles de réunion. Et donc concentrer, en fait, on a le même point, les locaux nécessitant de l'énergie pour le chauffage. L'ensemble des grandes nefs à côté étant plutôt traité un peu comme des halles de marché, donc sans avoir besoin d'un gros chauffage et pouvoir limiter la consommation d'énergie. Bon, une rénovation, Stéphane, qui était très attendue, notamment par les occupants du pôle solidaire. Ben oui, forcément, les associations étaient très en attente de l'agrandissement et de leur réaménagement de ce bâtiment. Et puis aussi les bénéficiaires qui peuvent d'ores et déjà accéder à la partie de l'extension qui est désormais rénovée. Mais ce lieu, c'est aussi un carrefour où tous sont les bienvenus. Vous pouvez à l'occasion venir ouvrir les portes de ce nouvel espace de solidarité et de bienveillance apporté par les bénévoles du lieu. Alors, quand on parle quotidien, cadre de vie, on peut aussi parler de la nature qui nous entoure, de la biodiversité.
Il y a une richesse incontestable à Pontchâteau, ce sont les arbres. Alors, Hélène Mavreau, qui est adjointe en charge de cette thématique, est absente ce soir, donc je vais passer la parole à Daniel Cornet pour en parler. Alors, les arbres à Pontchâteau, quelle a été la démarche? Merci. Donc, je m'exprime. Ça marche, je crois. Ça marche. Je m'exprime au nom d'Hélène Mavreau, qui malheureusement, pour des raisons professionnelles, ne peut pas nous rejoindre ce soir. Alors, ce projet s'inscrit dans la lutte contre le changement climatique et la préservation de notre écosystème local, c'est-à-dire les ressources clés de notre nature, les arbres. On peut retenir en moyenne qu'un arbre absorbe 25 kg de CO2 par an et par arbre. Alors, c'est un projet, bien sûr, de développement durable et il a été lancé d'abord en direction et auprès des habitants qui se sont bien mobilisés. Pardon. Ils avaient jusqu'au 15 septembre de l'année passée pour signaler un arbre à répertorier et ce sont plus de 150 fiches que nous avons récoltées. Alors, ces fiches ont été étudiées, analysées par un comité de pilotage qui a été mis en place avec un bureau d'experts, le cabinet Lord, un expert forestier. Et puis, il était également composé, ce comité de pilotage, de membres d'associations, d'élus, de Pontchâtelains, qui ont travaillé ensemble suivant les critères retenus et votés au conseil municipal pour sélectionner ce qui était un arbre remarquable et celui qui n'en était pas un. Et au final, on a donc 43 arbres remarquables qui sont retenus et qui seront annexés au prochain plan local d'urbanisme. Donc après, ces arbres-là, ils ont été identifiés, les 43 arbres, et ils seront protégés, ils seront mis en valeur. Qu'est-ce qui va leur arriver? Alors, effectivement, ce n'est pas seulement pour souligner la qualité paysagère de notre territoire, mais c'est bien évidemment pour pouvoir les protéger. Et pour cela, il va y avoir un périmètre de protection qui va être défini. Les propriétaires concernés seront informés, vont recevoir un courrier. Et puis, bien sûr, pour toute action d'élagage, d'abattage d'un arbre remarquable, il faut une autorisation préalable ensuite de la mairie. Sinon, on s'expose à quelques soucis. Mais le but, c'est bien de préserver un écosystème pour le bien commun de tous. Toujours dans la même thématique, il y a eu également une démarche relative aux frelons asiatiques. Toujours avec Hélène. Toujours avec Hélène, avec les membres de sa commission environnement également. Et donc, cette année, nous nous sommes aussi solidarisés avec les habitants autour de la lutte contre le frelon asiatique. On en a tous vu pas loin de chez nous ou chez soi ou même dans son jardin. Donc l'idée, c'est bien sûr de penser à la protection de l'homme, la protection des personnes, mais c'est aussi de penser toujours pareil à la protection de notre écosystème qui était mis à mal avec l'attaque des ruches, des ruchers par le frelon asiatique et qui décimait les abeilles. Donc c'est ce travail-là qui a été engagé, un travail qui se veut pédagogique et pour cela, la mairie a commandé et remis aux volontaires de l'expérimentation 15 pièges. Donc pour la personne qui s'engage, le bénévole qui s'engage, c'est très simple. Elle installe le piège dans son jardin. Il y a des endroits et des conseils qui peuvent être donnés. Et puis ensuite, elle fait un relevé régulier du nombre de frelons asiatiques qu'elle transmet au secrétariat de la mairie. Et à partir de quoi Hélène a pu bâtir une approche scientifique très intéressante. Une approche qui a été remarquée, je crois, à l'échelle départementale. Effectivement, oui. Effectivement, Hélène a donc pu présenter cette action auprès des représentants de la Fédération d'apiculture, mais également auprès du Centre d'études et techniques apicoles qui l'avait invité à venir présenter cette étude sous ce volet plutôt approche scientifique. Et il a été décidé de s'en inspirer pour développer cette initiative sur la Loire-Atlantique. Donc, moi, j'adresse toutes mes félicitations à Hélène pour ce travail remarquable. Et au final, on a donc pu piéger 342 frelons asiatiques. Donc, cette année, l'opération est renouvelée. L'annonce dans le journal est déjà passée. Donc, avis aux volontaires pour cette nouvelle période de piégeage qui va démarrer pour la première en mars, puisque ce sont les frelons, comment on appelle ça, les fondatrices qui vont être repérées à ce niveau-là, qui vont être visées. Et puis une seconde période de piégeage qui est plutôt août à fin octobre pour à la fois toujours essayer de capturer les fondatrices, mais également les ouvrières. Donc voilà, c'est un
un beau projet avec l'objectif de lutter contre ces frelons asiatiques. Et puis, c'est aussi un projet qui est vecteur d'information et de médiation et à vertu pédagogique pour l'ensemble des habitants. Pour tous, ouais. Ça va dans la continuité de ce qu'on a vu aussi au Vallon des Butineurs, un projet qui existe maintenant depuis 2 ans avec des animations un petit peu plus, autour de l'abeille, des butineurs de façon plus générale. Exactement, c'est toujours notre fil rouge. Donc d'encourager, de soutenir la biodiversité, d'encourager la qualité et les fonctionnalités de notre écosystème et donc de protéger les abeilles, les butineurs. Et c'est pourquoi au Vallon des Butineurs, nous avons, avec l'aide des associations qui ont été force de proposition sur cette idée au tout départ, eh bien, nous avons pu monter, je crois, un beau parcours pédagogique. Et chaque année maintenant, c'est le lieu d'animation estivale. Et cette année, nous avons accueilli 19 animations sous diverses thématiques. Je dirais qu'il y avait bien sûr une qui plaît toujours beaucoup et qui est réservée dès que les ateliers s'ouvrent. C'est l'extraction du miel, parce que les enfants sont extrêmement intéressés par ce qu'il leur est expliqué à ce moment-là. Et puis c'est aussi le club photo qui est venu s'associer, prendre de très belles photos. C'est aussi un lieu de concert. On peut y faire aussi des jeux de société à vertu pédagogique. On ne perd jamais notre fil rouge. Et puis on a également une chasse au trésor. Et ce sont 70 enfants avec leurs parents qui se sont prêtés au jeu pour tenter de résoudre les énigmes du Vallon. Donc un beau succès remporté par ces propositions assez atypiques autour du Vallon des Butineurs l'été dernier. Voilà, merci. Et qui sera renouvelé l'année prochaine. Voilà. Quand on parle de succès, je me tourne aussi vers Muriel Mahé, adjointe au sport. Cette année, je crois qu'il y a eu une nouveauté, c'était la cérémonie de remise des médailles de l'engagement associatif. Oui, en effet. Dans cette même salle, le 5 mai 2023, nous avons accueilli le comité de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif qui a remis aux 6 bénévoles des associations de Pontchâteau des récompenses et médailles. Et en 2024, à nouveau, des bénévoles seront récompensés, très chers à notre vie associative. Là, en fait, pour l'année 2024, vous allez proposer aux associations oui, les associations sportives doivent donner et autres associations aussi, de proposer des noms au Paul Havas. Voilà, pour récompenser des gens pour leur engagement associatif. C'est ça. Et côté sport, je crois qu'il y a eu encore du nouveau aussi en 2023. Oui, côté sport, donc nous avons fait quelques rénovations. Donc déjà, je peux donner un exemple. On a remplacé les tapis du dojo au complexe du Landas. Et nous avons un gros projet qui est au Landas aussi pour des nouveaux vestiaires. Peut-être, avant d'en dire peut-être un petit mot, peut-être place à l'image. Oui, à l'image. Vous allez voir en image. Les installations au niveau du Landas, on utilise des préfabriqués qui datent de 1992, donc ils ont plus de 30 ans, donc ils sont dans un état, on va dire, vieillissant, parce que l'attente est assez forte du côté des sportifs, d'avoir des nouveaux vestiaires qui soient effectivement en bon état, de recevoir aussi les visiteurs, quand ils viennent à Pontchâteau, c'est de pouvoir aller s'asseoir dans un vestiaire qui soit correct au niveau des visiteurs, mais également pour les Pontchâteaux qui utilisent les vestiaires régulièrement, soit pour les entraînements, soit pour les compétitions sportives. Le sport, le terrain, c'est important. C'est toujours avoir une convivialité, d'échange avec son équipe. Et puis également aussi, quand on a fait le sport, à la fin, on peut être mouillé, on peut avoir transpiré, etc. Donc on a besoin de prendre une douche. Et c'est à nouveau un moment de convivialité et puis de rapport humain, d'échange. Malgré la défaite ou avec la victoire, ça dépend, mais en tous les cas, c'est important
Et puis encore une fois, sur l'image d'un plateau, quand on accueille des sportifs de l'extérieur, ça renvoie une meilleure image d'avoir les vestiaires tous semblés. Dans l'école de football, il y a des jeunes très très jeunes, des ados, des seniors également, beaucoup aussi d'équipes féminines ici à Pontchâteau. Donc c'est également important qu'elles puissent utiliser des vestiaires très corrects. Et puis également, ça pourra être utilisé par les collégiens et les lycéens quand ils viendront faire leur activité sportive au niveau du Landas. Ces vestiaires du Landas vont nous permettre d'accueillir les élèves dans de bonnes conditions, à savoir ils vont pouvoir avoir garçons comme filles accès à des vestiaires de qualité pour pouvoir se changer pour la pratique des différentes activités sportives. On aura des lieux de stockage également pour pouvoir avoir du matériel à disposition sur les différents lieux pratiques. L'accès à un petit bureau va nous permettre, en tant qu'enseignant de PS, de nous réunir directement sur place et éviter peut-être de faire certains trajets jusqu'au lycée à certains moments de la journée. Donc là, c'est vraiment également une structure qui va nous permettre d'être dans le confort en tant qu'enseignant et d'accueillir les élèves avec un maximum de confort pour qu'ils puissent se changer à proximité des installations. Donc l'EPS au lycée, c'est 2 heures par élève par semaine, 2h30 pour les élèves du lycée professionnel. Donc, ça fait beaucoup de classes qui vont être amenées à venir sur ces installations, puisqu'à terme, le lycée envisage une population d'environ 1200 élèves. Donc là, il est vrai qu'avec les vestiaires déjà existants, plus l'ajout de ces vestiaires, on est vraiment dans de bonnes conditions pour recevoir l'ensemble de ces élèves. Il y a également le projet au sein du lycée de développer la pratique sportive avec notamment la mise en place d'une spécialité PPCS à partir de la première et terminale, l'ouverture d'une section sportive également cyclisme au sein de l'établissement. Donc toutes ces installations et ce projet de vestiaire entrent totalement en cohérence avec le projet on va dire sportif au sein du lycée. Un projet de rénovation de belle ampleur pour les équipements sportifs aux abords du collège et du lycée. J'aimerais aussi qu'on mette en avant les aménagements qui ont été réalisés par les services techniques de la ville en 2023. Stéphane, peux-tu nous en dire un petit peu plus ? Oui, du côté des espaces verts, nous avons eu les aménagements au niveau du rond-point de la Grivolet qui ont été réalisés par le département, mais par contre paysagés par la ville de Pontchâteau. La Grivolet, c'est sur la route qui mène vers Dréféac. Je crois que tous les gens qui allaient travailler à Redon s'en souviennent. J'ai cru comprendre. Les arbustes, du coup, longent les voies cyclables. Ils ont été plantés par les agents des espaces verts et ils ont été sélectionnés sur 3 objectifs. Retenir des végétaux florifères pour marquer forcément une entrée de ville la plus accueillante possible. Choisir un petit développement pour limiter la taille et garder une bonne visibilité par rapport à la sécurité routière. Et puis, enfin, retenir des espaces mellifères afin d'apporter des ressources aux pollinisateurs. On est toujours un peu dans le fil rouge pour reprendre ce que disait les butineurs, les pollinisateurs. Voilà. Je crois qu'il y a eu aussi une attention particulière pour tout ce qui concerne le changement climatique, avec certaines essences, certains types d'arbustes. Quand on a planté des arbres, dans le cadre d'un marché avec l'entreprise Atlantique Paysage, qui est située à Pontchâteau, les variétés, on a choisi des variétés qui faisaient partie des essences locales, afin d'avoir une continuité avec le paysage environnant. Et du coup, vous trouverez du chêne, du charme, du bouleau, du tilleul, de l'orme. Les buissonnants ont été sélectionnés aussi pour leur résistance au changement climatique, c'est ça ?
Et on a planté à l'entrée de ville, pour marquer l'entrée de ville, des buissonnants qui ont été sélectionnés pour leur résistance à la sécheresse et aux nouvelles contraintes climatiques. Donc la revégétalisation est au cœur des projets de Pontchâteau. Je crois que ça a eu aussi un impact sur l'aménagement du cimetière de Saint-Roch. On a fait une expérimentation en 2023 en végétalisant avec un gazon à croissance lente et tapissant, dans le but d'obtenir un couvert naturel. Ce verdissement, le but, c'était de rendre le lieu plus apaisant et avec une plus grande sérénité. Vous avez déjà eu des retours de certains habitants ? Eh ben, lorsque je suis allé trouver les aînés sur la commune de Saint-Roch pour porter les colis au moment de Noël, je leur ai forcément posé la question de savoir si les aménagements qui a été fait à cet endroit leur convenaient. Et j'ai eu la satisfaction de voir que les services avaient bien travaillé et que du coup, ça plaisait aux habitants et que du coup, ça nous permettait aussi de valider et puis de consolider un peu la décision qui était prise, quoi. Donc du coup, pour 2024, c'est de pouvoir tout végétaliser au niveau du gazon sur le cimetière de Saint-Roch. Alors des aménagements qui sont une chance pour les habitants de Pontchâteau, mais aussi pour les nouveaux arrivants. Alors là, j'interpelle Armel Moyon, adjoint à l'urbanisme. Des nouveaux arrivants sur la commune, il y en a eu en 2023 ? Oui, bien entendu. Oui, en effet. Donc, on a accueilli des nouvelles familles sur Pontchâteau. Donc, cette année, donc, on a eu 60 nouvelles maisons individuelles et donc 69 logements avec 2 collectifs qui sont sortis de terre. Malgré l'inflation générale, donc l'augmentation des matériaux, de l'énergie et des taux bancaires qui ont contraint certains primo-accédants à arrêter leurs projets. Mais nous restons quand même dans une année dynamique parce que nous avons vécu les 2 années d'avant vraiment exceptionnelles au niveau accueil de nouveaux résidents. Alors, nouvelles constructions, mais j'ai aussi entendu qu'il y a du neuf côté PLU, plan local de l'urbanisme. Oui, donc nous sommes en révision du plan local d'urbanisme. Donc là, actuellement, il avance. Donc prochainement, nous allons avoir une réunion avec les acteurs publics. Donc voilà. Et donc après cette réunion, donc on aura une réunion publique aussi qui sera donc pour vous les Pontchâtelains et les Pontchâtelaines. Donc je peux déjà dorénavant vous inviter pour voir les orientations de notre nouveau PLU, notre plan local d'urbanisme. Donc le 21 février à 19h à la Boule d'Or à Pontchâteau. Donc le 21 février à 19h à la Boule d'Or. Voilà. C'est ça. Donc pour les orientations du nouveau PLU. Alors le PLU sera déterminant pour le futur de Pontchâteau, pour le développement de la commune. En attendant, Stéphane, les aménagements continuent dans le centre-ville, mais aussi dans les villages. Oui. En 2023, nous avons eu 2 nouveaux aménagements de sécurité routière qui ont vu le jour au niveau du village de la Fenêtre, où nous avons eu la création de 3 écluses, ainsi qu'au village de Randreux, où nous avons créé 5 écluses et un plateau surélevé piéton. Chaque année, la commune engage un budget d'environ 40 000 € par aménagement pour traiter les sujets de sécurité routière dans les villages. Cela nous permet de réserver des capacités budgétaires et de planifier les travaux. Alors c'est un axe prioritaire du mandat, la sécurité routière ? Oui, forcément, la sécurité routière reste pour nous un axe prioritaire et devant le nombre de situations à améliorer, nous, comme je le disais tout à l'heure, nous programmons
les investissements dans le temps. C'est planifié, quoi. Voilà, au fur avec aussi des retours de ce qui se vit dans les villages par rapport au trafic et à la fréquentation sur les routes. Les bâtiments également ont été rénovés. Il y a eu des travaux qui ont été faits en 2023. Oui. Côté bâtiment, en termes de gros travaux, nous avons forcément eu, en plus du pôle solidaire, le service bâtiment a suivi le chantier d'aménagement du bâtiment communal situé aux 5 places de l'église, où nous avons eu une requalification complète de l'espace intérieur qui nous a permis d'accueillir sur la commune le centre de gestion de la trésorerie publique. Alors tous ces travaux, ces initiatives, ces démarches sont rendues possibles par le travail des agents, des adjoints et des commissions, des conseillers qu'on ne voit pas là sur scène ce soir et qui œuvrent auprès de chaque adjoint au quotidien, toute l'année. Non, mais c'est clair que sans les responsables des services, sans les agents qui nous accompagnent, ça nous permet de profiter de leur expertise, de leur vision, et ils nous accompagnent énormément. Il faut, moi, je les remercie à chaque fois de toute la qualité des échanges que l'on a. C'est un plaisir de travailler avec des gens qui s'investissent énormément pour leur ville, dans leur métier et pour la ville. Voilà, des projets pour la ville, des actions pour la ville, mais surtout pour les Pontchâtelains, pour les habitants. On l'a vu, les enfants, les jeunes, les moins jeunes, pour conclure tout ça et puis avoir aussi une vision vers 2024. Je vais laisser la parole à Danielle Cornet, Madame le maire. Je vous laisse la parole. Merci Laetitia pour cette animation. Nous venons de parcourir l'actualité 2023 et j'en profite pour remercier toute l'équipe municipale car c'est important, nous l'avons dit, de pouvoir compter sur une équipe de chacun à proportion de sa disponibilité professionnelle, mais en tout cas avec toujours un soutien constant. Et je voudrais également remercier l'ensemble des services et à leur tête Monsieur Lemoine, directeur général des services, l'ensemble des services pour leur engagement dans les projets, dans notre cadre de vie, dans le service aux habitants. Et ce soir, remercier tout particulièrement l'équipe du Havas et donc de Louise également Pelé qui ont permis l'organisation de cette soirée des vœux. Je les remercie pour le travail fourni pour nous permettre donc d'intégrer ces lieux. Nous avions posé en 2023 sur la santé, le logement, les modalités de déplacement, l'éducation et la cohésion sociale nos priorités. Qu'en est-il en 2024 ? Eh bien, ces sujets restent d'actualité avec une prise en compte renforcée du développement durable et du changement climatique dans les projets. Vous l'avez vu sur les présentations, chaque fois que nous le pouvons, nous privilégions la rénovation à la construction neuve. Nous choisissons des matériaux biosourcés ou de réemploi. Nous l'ajoutons maintenant dans nos cahiers des charges. L'ajout également de modes de production d'énergie renouvelable chaque fois que possible, chaque fois que la structure existante le permet. Et pour les nouveaux projets également, nous l'incluons d'office pour pouvoir apporter aussi notre contribution à la production d'énergie renouvelable. Nous devons par ailleurs diviser par 2 d'ici 2030 la consommation foncière par rapport à celle des 10 dernières années écoulées jusqu'en 2021. Et donc pour atteindre par la suite le zéro artificialisation nette en 2050. Et là, ça change beaucoup dans la logique d'aménagement. Donc l'accent sera donc mis sur la rénovation plutôt que sur l'extension, la lutte contre la vacance des logements et des passoires thermiques également. Dans le cadre du développement des modalités de déplacement, nous devrons proposer sur la commune et entre communes des modes de circulation alternatifs à la voiture. Le partage de la route devra se faire entre piétons, vélos et voitures. Alors le virage à prendre ne peut pas se faire au détriment des plus vulnérables ni affaiblir la qualité de vie. L'inflation a durement frappé, le coût d'énergie a augmenté. La lutte contre le mal logement, l'isolement, la marginalisation et toute action qui contribueront à la restauration de la dignité, permettant l'accès à une vie sociale enrichissante, feront partie de nos priorités. Il n'y a pas de vivre ensemble sans cohésion sociale.
Concernant la santé et l'accès aux soins, le plan d'aménagement futur de l'ancien trésor public se précise. Ce sera un espace de 450 mètres carrés sur 3 niveaux. 14 professionnels de santé pourront y exercer en mode pluridisciplinaire. Souhaitons que cela puisse améliorer le parcours de santé local pour chacun d'entre nous, mais cela ne réglera pas les inégalités territoriales d'accès aux soins, avec la difficulté récurrente de se faire référencer. Le calendrier du projet, c'est un démarrage en juin 2024 qui est prévu avec une fin des travaux à la fin du printemps 2025. Sur le volet communautaire, nous avons cependant un atout, un contrat local de santé qui a été réalisé avec à la clé un diagnostic, des enjeux identifiés et un plan d'action pour agir collectivement et en transversalité. Nous poursuivons nos efforts pour rendre également nos espaces publics accessibles à tous et une commission communale œuvre depuis plusieurs années à la mise en accessibilité de la ville. Elle comprend des représentants de l'APF, France Handicap, APEI Ouest 44 et de la FNAT, spécialisés dans la prise en compte du handicap des habitants, et je les remercie, ainsi que les services qui y travaillent. J'ai un petit souci, c'est ça. Autre priorité, le logement. Nous allons mettre l'accent sur la rénovation énergétique, le maintien à domicile, la lutte contre l'habitat dégradé, privilégier la rénovation et l'étalement urbain. Actuellement, la demande locative sur Pontchâteau est forte et le nombre de personnes inscrites au fichier de la demande locative sociale est supérieur à l'offre. Par ailleurs, les primo-accédants peinent à s'installer sur la commune. En remettant en location des appartements inhabités faute de travaux, on pourra répondre en partie à une partie de la question. Et c'est le sens de notre accompagnement financier aux travaux de propriétaires occupants ou bailleurs qui s'ajoutera aux aides de la communauté de communes et celles de l'ANA, les aides de l'État, via le département qui en a la délégation et à qui ces aides ont été déléguées. Et c'est cette mise en œuvre qui se fera dans le cadre d'une opération programmée de l'habitat sur les 5 prochaines années. Alors, toutes les informations pour prendre contact sur un projet de travaux, pour vous aider à monter un plan de financement, eh bien, vous pourrez très bientôt relayer votre projet auprès de la communauté de communes et notamment auprès du service en charge de l'habitat. J'y accorde une attention particulière puisque je suis en charge de cette question à la communauté de communes et notamment pour également l'adaptation d'un logement au handicap. Donc toutes ces questions, tous ces projets que vous pourriez avoir, nous reviendrons vers vous pour vous communiquer les bonnes coordonnées d'entrée à la communauté de communes. En tout cas, sachez que nous y travaillons de concert entre communes et communautés. Autre priorité, les modalités de déplacement. Stéphane en a parlé. Eh bien, département, communauté de communes et communes s'y attellent. Et Bernard Lebeau, ici présent, conseiller départemental sur ce canton et en charge du plan vélo, va tout à l'heure nous en dire certainement quelques mots. Le tout est de parvenir à partager la route pour que piétons et vélos se sentent en sécurité pour y circuler. Les schémas en étude vont avoir pour objet de faciliter ces déplacements par des itinéraires privilégiés, des aménagements de circulation, mais le plus gros effort devra venir de l'automobiliste lui-même. À certains endroits, ce sera le piéton et le vélo qui seront prioritaires sur la voiture, et cela demande une adaptation du comportement, de revenir au respect du code de la route. Il n'est pas normal d'investir des sommes pour mettre en place des ralentisseurs quand le respect de la vitesse est seul en cause. Alors nous poursuivrons notre action en matière d'aménagement de sécurité routière. Nous y avons engagé plus de 800 000 € depuis 2014, suivant le plan pluriannuel d'investissement dont nous donnait le détail tout à l'heure Stéphane. Nos critères pour prioriser les interventions sont liés à l'intensité du trafic et les vitesses relevées par les mesures prises. Donc nous intervenons sur une démarche globale et pas à la demande. On essaye de voir où sont les urgences les plus criantes au regard de ces critères et ensuite on priorise. Dernièrement, nous avons reçu les mesures du secteur du futur lycée, route de Saint-Roch, Lurin, Lormois, celle de la rue nantaise réalisée par le CEREMA qui va sous peu venir nous rencontrer pour analyser tout cela. Les mesures prises également sur la départementale 16
celle sortant de Pontchâteau vers Crossac et qui cumule à elle seule plusieurs passages dangereux, mais toujours liés à la vitesse. Au vu des résultats, nous allons planifier des travaux pour 2024 et nous procéderons à des réunions en allant sur le terrain à la rencontre des riverains comme nous en avons pris l'habitude. Nous agissons donc à partir d'une étude de paramètres vitesse, intensité, pour prioriser ensuite et planifier les projets. Quand on parle de modalités de déplacement, la gare ne peut pas tout faire, mais elle reste un atout indéniable auquel j'attache beaucoup d'importance pour les services qu'elle rend aux habitants, un mode de déplacement moins générateur de CO2, et si on veut atteindre la neutralité carbone, pour lutter contre le changement climatique, chaque geste compte. Ce sera autant de voitures individuelles en moins sur les axes routiers saturés matin et soir. La réflexion en cours sur le TER métropolitain nous concerne tout autant et nous nous impliquerons dans la réflexion avec la région. L'ouverture prochaine du lycée, le nombre de collégiens à Pontchâteau nécessite que l'on sécurise leurs déplacements pour encourager l'usage du vélo quand c'est possible. Et pour cela, une nouvelle liaison a été réalisée partant de Saint-Roch pour arriver sur la zone du Landas aux portes du lycée et du collège en aménageant un chemin communal qui sera maintenant dédié au vélo et avec des accès limités pour les travaux agricoles. Concernant la revitalisation du centre-ville et de ses commerces, nous avons demandé à l'établissement public foncier local d'assurer le portage foncier et financier le temps de faire les premiers travaux minimums afin de relancer sur le marché des cellules commerciales trop longtemps restées vacantes et très dégradées. C'est le cas pour le 16 et le 6 rue Maurice-Sambron. Les études sont actuellement en cours sur la structure de ces bâtiments pour décider de leur devenir. L'idée de mettre fin aux occupations très longues qui nuisent à l'environnement commercial proche, voilà le but. Mais ce sont des travaux très coûteux. La rénovation coûte toujours plus cher que l'extension urbaine. Mais en tout cas, c'est l'orientation qu'on choisit de prendre. Et puis, Esplanade Yves Meignet, nous pouvons également saluer l'arrivée d'un nouveau traiteur. Nous en avons parlé tout à l'heure, la Maison Chevalier, que nous avons d'ailleurs sollicité ce soir. Le PFL, l'établissement public foncier local, porte également une autre cellule commerciale sur ce même îlot pour donner le temps et l'opportunité à des porteurs de projets de s'y intéresser. 2025 sera l'année de fin de travaux pour le pôle solidaire qui devrait donc suivre sans aléa, je l'espère, ces travaux pour une remise à la fin de l'année. La construction également d'une halle à toiture photovoltaïque va démarrer courant deuxième quinzaine d'avril, donc allée du Brivet. Elle pourra donc accueillir sous une structure couverte les marchés qui s'y déroulent et tout autres événements publics aux plus belles heures de la saison. Et puis, si l'on veut privilégier le parcours en ville à pied, il faudra nécessairement repenser les modes et sens de circulation et donc aussi accepter d'expérimenter. Rendre la ville plus résiliente, c'est aussi repenser sa végétalisation, Sylvie en a parlé, pour lutter contre les effets de chaleur sur les cheminements à pied, favoriser les haltes fraîcheur sur les places, et des études sont en cours pour aller dans ce sens. Je ne reviendrai pas également sur la veille citoyenne, Raphaël nous l'a présenté tout à l'heure, mais en tout cas, elle a pour vocation de ramener la tranquillité sur l'espace public, ramener le respect des lieux, mais aussi d'agir dans la lutte contre la marginalisation. Concernant les autres travaux, la rénovation de la salle du Rocher va démarrer en février 2024, salle du Rocher à Saint-Guillaume, qui aura une vocation d'accueil de loisirs et d'accueil de petits événements familiaux, comme c'est le cas également à Saint-Roch. Les équipements sportifs en lien avec l'arrivée du lycée vont démarrer en septembre 2024, avec une fin des travaux programmée fin 2025. La valorisation du site de Couette-Rose, qui fait suite aux ateliers qui ont été menés d'ailleurs par Philippe avec les services pour monter le projet, vont pouvoir démarrer. Il fallait mettre en place au préalable un règlement d'accès qui privilégie le parcours à pied dans ce lieu. Et je remercie toutes les actions pour la bonne compréhension qu'elles ont bien voulu et la bonne volonté qu'elles ont bien voulu émettre, les associations usagères du lieu. L'année 2024, ce sera également des études.
Armel l'a cité tout à l'heure, le PLU. Alors, en clin d'œil à mes collègues de Dreyféac, de Saint-Gildas et de Sévérac, j'espère qu'après un confinement, 2 lois sur la transition écologique, 2019 et 2022, 8 mois de statu quo suite au renouvellement complet de l'équipe du bureau d'études qui nous accompagne, nous espérons aboutir à la fin de la révision du PLU sans autre aléa pour Pontchâteau aux alentours du premier semestre 2025. Et donc, je vous rappelle la réunion publique du 21 février que vous a cité tout à l'heure Armel pour la présentation des avancées et des orientations stratégiques du PLU. Nous allons également poursuivre l'étude en partenariat avec la communauté de communes, la communauté d'agglomération de Saint-Nazaire, les études sur la voie verte Montoire-Pontchâteau. Une voie qui, après sa restauration, permettra une liaison vélo utilitaire. Nous travaillerons également sur l'accessibilité de la gare. Et concernant la gare, il y a une étude de mise en accessibilité des quais à hauteur des rames qui est en cours avec les partenaires de la région, l'État, la communauté de communes et la ville, avec un calendrier bien identifié, une résa capacitaire des travaux ferroviaires en avril 2024, des études ensuite à suivre d'avril à fin juin 2024, et puis ensuite une réalisation des premiers éléments de février 2026 à mai 2026, et enfin des travaux qui démarreraient janvier 2027 pour s'étirer jusqu'à la fin de l'année 2027. Voilà en tout cas le cadrage initial de ces travaux. Concernant le schéma de mobilité départementale dont nous avons parlé et qui devrait nous aider à travailler collectivement sur la reprise sur la route de la place du vélo, on essaiera d'y travailler, en tout cas dans ce sens. Il y aura bientôt la visite de Freddy Hervauchon à la communauté de communes ce 16 janvier prochain pour réfléchir ensemble sur la RD 773 et son devenir. Engagé dans la lutte contre le changement climatique, le département a révisé son plan route et renoncé au développement routier sur certaines RD, et c'est le cas sur la RD 773. Donc c'est plutôt un projet maintenant favorisant le vélo qui va être retenu. Je laisse Jean-Louis et Bernard nous en dire un peu plus. Et concernant l'avenir du site de Queyral, c'est un nouveau site qui s'ouvre à nous. Il sera mis en étude pour établir un plan guide permettant de plancher sur la répartition et l'aménagement futur pour accueillir de futurs logements, des services. Il y aura 2,6 hectares qui seront concernés par le renouvellement urbain sur 4,6 disponibles. C'est une opportunité pour de futurs logements, pour privilégier les primo-accédants, mais c'est aussi un défi en termes de moyens à mobiliser pour déconstruire et recycler ce qui ne peut être réhabilité, c'est-à-dire la quasi-totalité du site. Il y aura cependant une opportunité également pour la conversion d'un équipement existant qu'on aimerait faire évoluer vers plutôt un rôle de maison de quartier, et seront concernées les associations par des travaux en cours ou celles devant se déplacer pour libérer les lieux occupés actuellement. Le pôle santé, nous en avons parlé tout à l'heure, la maison de santé pluridisciplinaire, eh bien, nous sommes sur un calendrier avec un démarrage en juin 2024 et une fin des travaux au printemps 2025. La mise en place d'un écran acoustique pour protéger les riverains en proche proximité de la RN 165 des nuisances au bruit, c'est aussi un de mes objectifs sur lequel je souhaite avancer. Et ce sera un travail à mener avec l'État. La rénovation du local de la Forge également est en cours d'étude avec un début de travaux fin 2024 et elle a vocation à accueillir les espaces jeunes et l'histoire locale. Les études sont en cours. Voilà pour ce rapide tour d'horizon que je voulais faire avec vous des projets à venir. J'écrivais dans l'édito du Passerelle fin décembre 2021 « Notre qualité de vie ne dépend pas uniquement de notre cadre de vie, mais également des liens que chacun tisse et entretient dans son quartier, ses activités et de notre attention aux autres. Il faut une volonté du bien vivre ensemble et nous avons donc les cartes en main. Savoir se fédérer sur les moments forts à venir sera également déterminant. Dans les rendez-vous importants,
les élections européennes en juin 2024. Nous venons de perdre un fervent bâtisseur de l'Union européenne et humaniste, Jacques Delors. Il considérait, je cite, que l'union des Européens se faisait à la fois par les peuples et par les États. Alors soyons au rendez-vous le 9 juin prochain et mettons à profit les prochains mois pour s'intéresser au débat, se construire une opinion, alors que l'Ukraine est en guerre depuis bientôt 2 ans pour défendre la liberté de son peuple. La démocratie est un bien commun, défendons-le. La République est son cadre. Soyons dignes de cet héritage et prenons notre destin en main sans se laisser compter par les récits populistes qui nous ramèneraient à des temps obscurs que nul ne veut revivre. Autre rendez-vous important, les Jeux olympiques 2024, symbole de la paix, puissent-ils, le temps de ces Jeux, apporter une trêve et ramener la paix entre les peuples en Europe et dans le monde? Et pourquoi pas se donner collectivement ici, maintenant, de bonnes résolutions en 2024. Je vous propose de lever le pied sur la route pour notre sécurité, de lire, échanger et voter aux prochaines élections européennes de juin, parce que nous sommes des citoyens engagés, et de participer au Téléthon, au Virage de l'Espoir, ou toute autre cause pour faire avancer la recherche sur les maladies orphelines, ou les maladies comme la maladie de Charcot ou la mucoviscidose, et donner ainsi une lueur d'espoir à ceux qui sont touchés. Alors je vous lance le défi, on refait les comptes à la fin de l'année 2024. Avec une pensée pour ceux qui traversent une période difficile ou en prise avec de lourds problèmes de santé, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, qu'elle vous soit chaleureuse, qu'elle vous soit inspirante et vous préserve. Portez-vous bien et merci à tous. Alors, je vais appeler maintenant mon collègue et président de la communauté de communes, Jean-Louis. Désolé, les hanches sont fraîchement refaites, donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué, ces marches, et je pense que ça sera plus compliqué pour redescendre. Je resterai là. Ma chère Danielle, merci pour ton accueil. Félicitations à toi et ton équipe pour l'originalité de la présentation de tes vœux. Et je crois que j'ai trouvé une animatrice, si j'en ai besoin, au niveau de la communauté de communes. Monsieur le conseiller départemental, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus municipaux et communautaires, mesdames et messieurs les représentants d'institutions et de syndicats, mesdames et messieurs les représentants des autorités, police municipale, gendarmerie nationale et sapeurs-pompiers, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, commerçants, artisans, professionnels de santé, agriculteurs, présidents bénévoles d'associations, mesdames et messieurs les agents communaux et intercommunaux, je n'oublie pas le conseil municipal des jeunes, chers Pontchâtelains, chères Pontchâtelaines. Je suis ravi de partager ce moment avec vous et vous adresse mes vœux de santé, de bonheur et de réussite pour 2024, avec une pensée particulière pour les gens qui souffrent. Cette cérémonie des vœux est l'occasion de dresser le bilan de l'année écoulée, puis de nous projeter dans la période à venir en tenant compte, bien sûr, des opportunités qui nous sont offertes. Il est vrai que le contexte dans lequel s'inscrit notre action est complexe et que la réalité est âpre. Sur le plan mondial, la situation géopolitique est bouleversante. Les conflits sont d'une extrême dureté et nous rappellent chaque jour combien la paix se cultive. Les valeurs de solidarité, de bienveillance, de justice, de tolérance qui nous animent doivent être défendues chaque jour avec plus de conviction, tant elles sont menacées par la pensée extrême. La communauté de communes s'évertue à créer un environnement prospère et harmonieux pour tous. Il est cependant des enjeux où le pilier de la solidarité est plus que nécessaire. Je pense notamment à la question cruciale des déchets. C'est un sujet très préoccupant que chacun et chacune d'entre nous doit prendre au sérieux. Comparé à des territoires voisins disposant d'une population équivalente, voire supérieure,
Notre intercommunalité produit beaucoup trop de déchets et par conséquent supporte un coût supplémentaire d'environ 1 million d'euros. Il ne faut pas oublier cette phrase toute simple, « jeter, c'est dépenser ». En prévision de l'année 2024 et afin d'équilibrer notre budget déchets, une hausse de la redevance de 24% aurait été nécessaire. Bien conscient des défis financiers auxquels sont confrontés les ménages et de l'impact de l'inflation, j'ai pris la décision en collaboration avec les vice-présidentes et vice-présidents d'opter pour une hausse de 7%. Cette nouvelle majoration est liée aux hausses imposées par l'État, le syndicat, les coûts de l'énergie, les transports, mais bien sûr aussi par nos comportements. Nous devons donc désormais trouver 400 000 euros pour éviter de faire peser cette charge sur vous. Cela implique que chacun d'entre nous doit redoubler d'efforts en matière de gestion des déchets. Moins on produit de déchets, plus on contient les coûts. Il en est de même pour le tri. Pour information, 65% des containers noirs sur notre territoire contiennent encore des matières comme du verre. Au prochain conseil communautaire, des décisions importantes seront prises et nous reviendrons vers vous très rapidement. Je suis convaincu que dès lors que nous travaillons avec un esprit d'équipe, nous pouvons surmonter beaucoup plus de défis et atteindre nos objectifs. Au-delà de ce sujet, l'année 2023 a été marquée par des réalisations et des actions significatives qui ont contribué au rayonnement de notre territoire. Je pense notamment à la conclusion des travaux de la piscine intercommunale de plein air à Gagnoette. Cette structure a ouvert ses portes au printemps dernier. À l'inverse, après 13 ans d'exploitation, des travaux de rénovation nécessaires ont été entamés en mai 2023 auprès de la piscine intercommunale de Sainte-Anne-sur-Brivet. Vous accueillant actuellement sur des horaires d'ouverture restreintes, elle devrait pouvoir ouvrir normalement à la fin du printemps 2024. Nous sommes conscients de l'importance de telles infrastructures sur notre territoire. Une piscine, c'est plus qu'un bassin d'eau. Ces espaces aquatiques offrent un espace de loisirs et de détente aux habitants et permettent également de renforcer le lien social. En juillet dernier, nous avons aussi amorcé un nouveau chapitre en lançant les travaux du Centre technique intercommunal sur la zone des Pontereaux à Dréféac pour un coût total de 2 598 374 €. L'ossature bois du bâtiment est déjà en place, témoignant de notre engagement envers des infrastructures modernes et respectueuses de l'environnement. À terme, le bâtiment regroupera l'ensemble du service déchets qui est actuellement réparti entre Saint-Gildas-des-Bois et Dréféac. Côté sportif, nous nous sommes aussi impliqués en tant que partenaires des championnats de cyclocross ici même. Malgré une météo complexe, l'événement a été une belle réussite avec un rayonnement à l'international. Sur le plan touristique, nous avons mis en œuvre plusieurs initiatives. Je fais référence au franc succès des randos crêpes de cet été, avec une randonnée organisée dans chaque commune de notre territoire, totalisant ainsi 9 randonnées gourmandes et plus de 2000 participants. Parallèlement, des travaux d'aménagement ont été entrepris, notamment pour les circuits de randonnée des Marais et des Châteaux, situés sur la commune de Sévérac. Autre projet abouti en 2023, la signature pour 5 ans du contrat local de santé. Cette initiative collaborative qui réunit différents acteurs vise à améliorer les conditions de santé de la population via diverses initiatives. En 2024, on en a parlé tout à l'heure, nous lancerons l'opération programmée d'amélioration de l'habitat, un programme quinquennal visant à soutenir financièrement les ménages de nos communes dans certains types de travaux. Cette année devrait aussi être marquée par la fin des travaux du nouveau multi-accueil de Saint-Gildas-des-Bois, résultat d'une extension et réhabilitation du bâtiment d'origine. Ce projet permettra d'accueillir davantage d'enfants et d'offrir de nouvelles prestations, renforçant ainsi notre engagement envers le bien-être des plus jeunes. Dans le même domaine, nous allons continuer à travailler en 2024 sur le projet du futur multi-accueil de Pontchâteau. Le développement économique occupera également une place centrale dans nos priorités, avec une attention particulière portée sur l'entretien des zones et la sécurisation des zones. Nous sommes déterminés à soutenir la croissance économique locale
et à garantir des infrastructures adaptées à l'expansion des activités industrielles, artisanales et commerciales. En matière de mobilité, nous avons lancé 2 études cruciales qui vont se poursuivre, un plan mobilité simplifié pour rendre les déplacements entre nos communes plus efficaces, ainsi qu'un schéma directeur cyclable visant à développer et sécuriser les déplacements à vélo. L'engagement communautaire résidera aussi dans la volonté d'accompagner chacune de nos 9 communes vers un avenir durable, tout en renforçant la qualité de vie de notre territoire. La communauté de communes a ainsi contribué financièrement et soutenu différentes ambitions municipales via le programme Leader. Elle continuera de le faire via le nouveau contrat jusqu'à la fin de la mandature. Nous, élus, avec votre concours, faisons de notre mieux pour façonner un avenir dynamique et prospère pour nos 9 communes. Je tiens d'ailleurs à exprimer ma profonde gratitude envers nos conseillers communautaires de Pontchâteau, Sylvie Morand, Eliane Renaud, Muriel Mahé, Françoise Cran, Raphaël Condé-Jiménez, Philippe Rouault, Stéphane Mérel et Erwan Tano. Je n'oublie pas les membres des commissions et naturellement Daniel Cornet, Sylvie Fuselier, Stéphane Poilvé, vice-présidente et vice-président de la communauté de communes qui travaillent avec moi au quotidien. Merci pour votre collaboration. En conclusion, permettez-moi de vous adresser au nom de la communauté de communes les vœux les plus chaleureux pour une année 2024 prospère et harmonieuse. Ensemble, nous continuerons à bâtir un avenir prometteur où l'optimisme, le dynamisme et le travail d'équipe seront nos guides. Merci de votre attention. Voilà, donc attention à nos petits escaliers. Je vais appeler maintenant Bernard Lebeau pour le département. Merci, Bernard. Voilà, là, toute la différence. Je me suis forcé un petit peu pour faire... Je suis le dernier à parler, je crois, et je vais être le plus court. Enfin, il faut toujours se méfier des personnes qui disent qu'ils ne vont pas être longs dans leur discours, et parfois, ils se perdent dans leurs propos, et voilà, bon, il ne faut pas que je me perde dans mes propos. Mesdames, Messieurs, Madame le maire, chers collègues, Dany, Monsieur le Président de la Comcom, Mesdames, Messieurs les maires, en dehors de Dany, je crois qu'il n'y a que des maires à la Comcom, Monsieur, Mesdames et Messieurs les élus, les grands du Conseil municipal et du Conseil municipal enfant, je crois qu'il y en aura quelques-uns, Mesdames et Messieurs les gendarmes, Messieurs les pompiers aussi, que j'ai vu, et Mesdames, Messieurs les habitants de Saint-Guillaume, Saint-Roch, j'aime bien les minorités. Quand on vient de Plessé, on sait ce que c'est, d'avoir des sections de communes qui n'existent plus maintenant, mais qui ont existé un moment, et puis ce qui fait, finalement, ce que je disais souvent, c'est pas une contrainte, c'est de la richesse, au contraire. Je vous remercie de m'avoir invité, ça avait vraiment un grand plaisir, j'attendais avec impatience de venir à Pontchâteau quand même, c'est la moindre des choses. Au nom du président du conseil départemental Michel Ménard et moi-même, je vous souhaite une très bonne année 2024. Qu'elle soit pour chacun d'entre vous et vos proches pleine de santé, riche de souhaits et projets prêts à se réaliser. Participer aux vœux, c'est aussi un moment privilégié, pourquoi pas, peut-être à la fin, en prenant un verre ou pas, de pouvoir échanger avec les uns et avec les autres. Faut-il rappeler que le conseil départemental est la collectivité la plus sociale, la plus solidaire qui soit, tout au long des étapes de la vie pour tous les habitants du département. Alors ça commence par la toute petite enfance, la PMI, avec la gestion des assistantes maternelles notamment, par exemple, mais c'est aussi la protection de l'enfance avec l'ASE, c'est l'accueil et la protection des mineurs non accompagnés, c'est l'éducation avec l'investissement et le fonctionnement de tous les collèges publics de Loire-Atlantique qui sont au nombre de plus de 80. Comme ça change pas tous les jours, mais je crois que c'est 86 aujourd'hui.
C'est le tissu d'assistance sociale dans nos maisons de solidarité dans les différentes délégations. C'est la gestion aussi des, un peu moins maintenant, mais encore 29 000 personnes allocataires du RSA. Je tiens à dire quand même que 40% des personnes qui sont allocataires du RSA sortent du dispositif en moins d'un an. 40%. Donc, tout n'est pas réglé, mais 40% en sortent en moins d'un an. C'est au sein de la MDPH, la maison départementale pour le handicap, l'accompagnement de 100 000 personnes par an en situation de handicap et autonomie. C'est aussi la gestion de l'APA. Voilà, j'avance chronologiquement dans l'âge. L'APA, l'aide pour l'autonomie des personnes âgées. 55% des personnes âgées et dépendantes vivent en établissement. Enfin, je pourrais développer longuement toutes les actions du département et toutes les politiques dites sociales du département. Ce serait fastidieux et sans doute un peu ennuyé. Passons un peu à autre chose. Le département, c'est le premier partenaire des communes. Il accompagne tous les territoires de Loire-Atlantique, notamment à travers sa politique de soutien aux territoires. Une enveloppe de 150 millions d'euros a été fléchée pour soutenir les projets des communes et intercommunalités sur le mandat municipal de 2020 à 2026. Le département a fait le choix de favoriser la revitalisation des cœurs de bourg, cœurs de ville, vous en avez parlé les uns comme les autres, en concentrant les financements sur un périmètre central mais réduit. Cette orientation vise à la fois à lutter contre l'étalement urbain et à l'artificialisation des terres agricoles, mais aussi à redensifier les cœurs de ville pour favoriser le commerce de proximité et les mobilités douces. Ça a été également évoqué. De fait, le département a déjà anticipé, il y a plusieurs années, les objectifs du zéro artificialisation nette. En termes de mobilité, le département se veut aussi être un des acteurs principaux de la transition écologique. Aujourd'hui, dans la programmation pluriannuelle d'investissement routier, il est de notre devoir de repenser des projets datant pour certains de plusieurs décennies et devenus obsolètes. Nous devons être plus sobres en consommation de foncier, mais ce n'est pas suffisant. Au nom de la transition écologique, de l'obligation de diminuer les émissions de gaz à effet de serre, mais pas que, parce que le trafic continue d'augmenter tous les ans. Le nombre de véhicules continue d'augmenter, qu'ils soient électriques ou thermiques. Donc, aujourd'hui, il est évident que se déplacer seul dans notre voiture n'est plus très raisonnable. Nos modes de déplacement très individuels aujourd'hui doivent être plus collectifs demain. Nous devons, ça a été dit aussi, je me répète, finalement, vous avez tout dit ou presque, nous devons partager la route, multiplier les transports en commun, favoriser les transports plus doux. Parlons-en. L'ambition inscrite dans le projet stratégique du département est de relier l'ensemble des communes entre elles par des itinéraires cyclables. Cette ambition ne peut pas être atteinte par une seule collectivité. Cela passe par une mobilisation collective, avec les collectivités justement. Le vélo, ce n'est pas que pour les grandes villes. Cela implique des itinéraires sécurisés avec une dimension utilitaire et non plus touristique comme par le passé. Nous ne partons pas de rien. Le département a soutenu près de 130 projets d'itinéraires communaux. Au total, la Loire-Atlantique dispose de plus de 2000 km d'itinéraires cyclables sur son territoire. Une nouvelle programmation en mars 2024, c'est très bientôt, engagera le département à réaliser près de 1500 km supplémentaires, avec une part réservée au déploiement cyclable dans tous les contrats de territoire. À bon entendeur. Mesdames, Messieurs, je ne vais pas être long, je voudrais conclure mes propos. Permettez-moi de vous faire part d'un ressenti plus personnel. La solidarité s'exprime pleinement à travers les actions du département. On en a parlé, vous en avez parlé. La solidarité, c'est pour moi plus de partage avec tous ceux et toutes celles qui sont moins bien lotis que moi, moins bien lotis que chacun d'entre nous. Dans le contexte international de la situation des uns et des autres, je ne peux m'empêcher de penser au drame, au carnage, au pluriel, en Ukraine, au Proche-Orient, à Gaza, en Cisjordanie, en Afrique, à ces milliers de victimes innocentes de la folie des hommes. En France, ici, en Europe, nous ne connaissons pas notre bonheur. Même s'il est légitime à chacun d'entre nous d'espérer toujours un peu plus,
nous avons aussi le droit de se satisfaire de ce que l'on a. Pensons plus souvent à cette maxime: quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console. Alors peut-être serions-nous un peu plus optimistes, peut-être un peu plus satisfaits de notre sort, et finalement peut-être plus heureux. Pourquoi pas? Alors je vous souhaite, petits et grands, pour 2024, d'être heureux tout simplement. Merci de votre attention. Eh bien, merci Bernard, merci de votre attention. Et c'est maintenant le moment le plus agréable de la soirée, le temps convivial. Donc, je vous invite à partager le verre de l'amitié. Merci à tous et belle soirée. On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part, être né quelque part pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. No mi quanes quani quadasa. No mi quanes quani quadasa. Il y a des oiseaux de basse-cour et des oiseaux de passage. Ils savent où sont leurs nids quand ils rentrent de voyage ou qu'ils restent chez eux. Ils savent où sont leurs œufs. Être né quelque part, être né quelque part, c'est partir quand on veut, revenir quand on part. No mi quanes quani quadasa. No mi quanes quani quadasa. Est-ce que les gens naissent égaux en droit? À l'endroit où il ne mi quanes quani quadasa. Est-ce que les gens naissent égaux en droit? À l'endroit où ils naissent, que les gens naissent pareils ou pas? Abandonnaba, Yakumba, Tekreshelana et toi pas. On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Je suis né quelque part. Je suis né quelque part, laissez-moi ce repère où je perds la mémoire. No mi quanes quani quadasa. No mi quanes quani quadasa. No mi quanes quani quadasa. Est-ce que les gens naissent égaux en droit? À l'endroit où ils naissent, que les gens naissent pareils ou pas? Mogana ma pêche pachana. No mi quanes quani quadasa. No mi quanes quani quadasa. Est-ce que les gens naissent égaux en droit? À l'endroit où ils naissent, que les gens naissent pareils ou pas? Mogana ma pêche pachana. No mi quanes quani quadasa. No mi quanes quani quadasa. No mi quanes quani quadasa. No mi quanes quani quadasa.
pas le regard de Spike Lee. J'ai pas le génie de De Vinci. J'ai pas les pieds sur terre, la patience de ma banquière. Oh, j'ai pas ces choses-là. J'ai pas la sagesse de Gandhi, l'assurance de Mohamed Ali. J'ai pas l'âme d'un gangster, la bonté de l'abbé Pierre ni l'aura de Guevara. Je ne suis qu'un showman, écoute ça, baby. Je suis pas un Superman, loin de là. Juste moi, mes délires, je n'ai rien d'autre à offrir. Mais je sais qu'en fait c'est déjà ça. J'ai pas le physique des magazines. J'ai pas l'humour de Charlie Chaplin. J'ai pas la science infuse de savoir faire de Bocuse dont je n'ai pas ces choses-là. J'ai pas la chance de Neil Armstrong. J'ai pas la carrure de King Kong. Plusieurs cordes à mon arc, la ferveur de Rosa Parks, ni le courage de Mandela. Je ne suis qu'un showman, écoute ça, baby. Je suis pas un Superman, loin de là. Juste moi, mes délires, je n'ai rien d'autre à offrir. Mais je sais qu'en fait c'est déjà ça. Je ne suis qu'un showman, écoute ça, baby. Je suis pas un Superman, loin de là. Juste moi, mes délires, je n'ai rien d'autre à offrir. Mais je sais qu'en fait c'est déjà ça. Moi j'aurais aimé être comme eux, être hors du commun. J'ai bien essayé de faire de mon mieux, mais quoi que je fasse à la fin, je ne suis qu'un showman, écoute ça, baby. Je suis pas un Superman, loin de là. Juste moi, mes délires, j'ai rien d'autre à offrir. Mais je sais qu'en fait c'est déjà ça. Je ne suis qu'un showman, écoute ça, baby. Je suis pas un Superman, loin de là. Juste moi, mes délires, je n'ai rien d'autre à offrir. Mais je sais qu'en fait c'est déjà ça. Je ne suis qu'un showman. Je suis pas un Superman, non. Juste moi, des délires. Mais je sais qu'en fait c'est déjà ça. Je ne suis qu'un showman, écoute ça, baby. Je suis pas un Superman, loin de là. Juste moi, mes délires, je n'ai rien d'autre à offrir. Mais je sais qu'en fait c'est déjà ça. Je ne suis qu'un showman. Roxanne, you don't have to put on a red light. Those days are over. You don't have to sell your body to the night. Roxanne, you don't have to wear that dress tonight. Walk the streets for money. You don't care if it's wrong or if it's right. Roxanne, you don't have to put on a red light. Roxanne, you don't have to put on a red light. Roxanne, 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 put on a red light. You don't have to put on a red light. Whoa. I loved you since I knew you. I would not talk down to you. I have to tell you just how I feel.
I won't share you with another boy. I know my mind is made up, so put away your makeup. Told you once, I won't tell you again, it's a bad way. Roxanne, you don't have to put on the red light. Roxanne, you don't have to put on the red light. Roxanne, 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 put on the red light. Oh, put on the red light. Roxanne, 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 put on the red light. You don't have to put on the red light. You don't have to put on the red light. You don't have to put on the red light. You don't have to put on the red light. Whoa.